Bonjour à tous et à toutes, je suis Delphine Thérémont, membre du comité équité de la Société de philosophie du Québec et j'animerai aujourd'hui le deuxième balado En marge. En marge est une création du comité équité de la Société de philosophie du Québec. Il s'agit d'une série de 5 balados sur les marges en philosophie. Chaque épisode part d'un cas particulier ignoré ou mal connu, donc un événement ou une situation concrète, pour montrer comment une approche philosophique, elle-même encore trop peu connue ou développée, permet de l'éclairer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Catherine Rioux. Catherine est professeure adjointe en philosophie à l'Université Laval à Québec. Elle a obtenu son doctorat à l'Université de Toronto en 2020. Ses travaux portent sur la façon dont les états mentaux orientés vers le futur, comme l'espoir, l'anticipation et le désespoir, influencent la motivation à agir et l'action rationnelle. Elle s'intéresse également aux questions liées à la confiance en soi et en autrui. Elle a publié ses travaux sur l'espoir dans les revues telles que Ergo et Philosophy Compass. Ses travaux sur la confiance en autrui ont été publiés dans Épistémé. Elle mène actuellement un projet de recherche financé par le FRQSC sur l'espoir, l'ennui et les attitudes émotionnelles par rapport au futur et au passage du temps. Elle est directrice de l'Axe Affectivité et Normativité au GRAIN, groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité, financé par le FRQSC. Donc, bonjour Catherine. Merci pour l'opportunité de discuter de mes projets de recherche. J'ai des exemples pour ouvrir notre discussion aujourd'hui. J'en ai deux. Je vais les introduire brièvement. Voici mon premier exemple. C'est l'histoire d'Aline et de Béatrice qui sont engagées dans un projet commun d'activisme féminisme au sein de leur communauté universitaire. Ils ont organisé des conférences, des événements artistiques qui promeuvent la réalisation de la justice de genre. Ils ont participé à plusieurs manifestations, diffusent leurs idéaux sur les médias sociaux. Et en réponse à des doutes exprimés de façon répétée par certaines collègues quant à l'efficacité de leur pratique, de même qu'en réponse à l'insistance de certaines personnes sur la probabilité peu élevée de réaliser la justice de genre, Aline en vient à perdre la motivation à poursuivre son projet d'engagement féministe. Et désire contribuer à la réalisation de la justice de genre tout autant que Béatrice. Toutefois, elle voit désormais la réalisation de son but comme possible, mais improbable. Elle a perdu l'espoir de contribuer à la réalisation de cette forme de justice, bien qu'elle désire toujours ardemment le faire, tandis que Béatrice, elle, voit la probabilité de la réalisation de leur but commun comme étant tout aussi basse qu'Aline l'aperçoit, mais raisonne cependant d'une façon bien différente. Elle se dit c'est improbable, mais c'est possible. Béatrice possède toujours l'espoir de contribuer à la réalisation de la justice de genre et c'est cet espoir qui la meut. Voici maintenant mon second exemple pour introduire les thèmes de mes recherches actuelles. Cet exemple met en scène Severn Suzuki. Donc, Severn Suzuki, activiste environnementaliste bien connu, participe au sommet de Rio de Janeiro en 1992 sous le coup de la colère. Elle se dit, dans ses moments de solitude, en proie à somber dans le désespoir, incapable de faire face à l'ampleur énorme de la destruction complète et irréversible de l'environnement qui lui semble imminente. Dans ces moments, surmonter la crise climatique lui semble certes possible, mais si peu probable qu'il lui paraît vain d'essayer. Mais en participant au sommet de Rio, Severn fait l'expérience d'un espoir renouvelé. Les efforts des activistes avec lesquels elle se trouve, leur propre façon de mettre l'accent sur le caractère possible d'une sortie de crise climatique dans leur discours, de même que l'ambiance émotionnelle générale d'espoir qui règne au sommet, transforme la perspective de Severn quant au futur. Concentrant désormais son attention vers la valeur et la possibilité de réaliser une sortie de crise, Severn ressort du sommet avec une motivation renouvelée pour l'action climatique. Merci pour ces bons exemples qui mettent bien la table pour aujourd'hui. Comment tu dirais que ton approche philosophique permet d'éclairer ces deux exemples, puis qu'est-ce que ça permet d'illustrer ces deux exemples-là? Je vois ces deux exemples comme articulant des exigences que toute bonne théorie de la nature de l'espoir, de son pouvoir motivationnel, de sa contribution à la rationalité, à la vie pratique, doivent remplir. Okay? Donc, je vois les exemples comme articulant des exigences, comme démontrant certains réquisites qu'une bonne théorie doit se permettre d'expliquer.
il m'apparaît que dans le premier exemple, on peut reconnaître que l'espoir possède un pouvoir motivationnel qui est distinct de celui du désir. Okay? Parce que dans le premier exemple, on voit que Aline et Béatrice possèdent tous deux un désir fort de contribuer à l'avènement de la justice de genre de par leur action. Un désir, comme on l'explique, qui est aussi fort chez l'une que chez l'autre. Mais toutefois, Aline et Béatrice diffèrent sur le plan de la motivation. Et donc, je vois cet exemple comme illustrant l'idée que l'espoir peut constituer une source de motivation distinctive pour la poursuite de projets difficiles, comme certains projets d'activisme. Je vois le premier exemple comme illustrant cette exigence que toute bonne théorie de la nature de l'espoir doit remplir, qui est celle d'expliquer comment l'espoir peut contribuer à la rationalité pratique. Ici, on parle de la rationalité de l'action. Okay? Il paraît rationnel pour Aline d'abandonner le projet, considérant sa perte d'espoir, alors que pour Béatrice, il paraît rationnel de persévérer. Et ce, non pas parce qu'elle se distingue sur le plan du désir, de l'intensité du désir ou de leur reconnaissance de la faible probabilité de réaliser ce qu'elle désire, mais bien parce que Aline et Béatrice se distinguent sur le plan de l'espoir. Aussi, je crois que les exemples montrent, à la fois le second exemple, qui est celui de Severin Suzuki, et les premiers exemples, montrent que l'espoir implique une certaine dimension phénoménologique ou attentionnelle, donc qui est possible de gagner ou perdre l'espoir, perdre des espoirs pour la réalisation de certaines choses particulières dans le monde, sans nécessairement faire l'expérience d'un changement au niveau de nos désirs ou de nos croyances. L'espoir aussi, comme l'illustrent les exemples, peut être renforcé ou miné par la participation à des projets communs. Okay? Donc, dans le premier exemple, bien qu'Aline et Béatrice soient toutes deux engagées dans un projet commun, une participante parvient à maintenir le pouvoir motivationnel de l'espoir alors que la seconde perd l'espoir. Mais dans le second exemple, qui est celui de Severin Suzuki, Severin adopte une perspective nouvelle par rapport à son futur de par son interaction avec d'autres activistes engagés dans un projet commun. Et donc, je pense que les exemples montrent qu'une bonne théorie de l'espoir devrait nous expliquer les conditions d'émergence de l'espoir, les conditions sous lesquelles la participation à un projet collectif peut permettre l'avènement d'espoir individuel et aussi l'avènement d'une forme d'espoir collectif qu'on pourrait proprement attribuer au groupe et non seulement à ces individus. Donc, l'espoir semble pouvoir aussi être proprement attribué à des collectivités sans nécessairement être attribué à chaque membre. Toutes ces caractéristiques de l'espoir que font ressortir les exemples se doivent être expliquées par une théorie de sa nature, de sa contribution à la rationalité, à l'action, etc. Merci beaucoup. En général, comment tu décrirais l'espoir? Quels sont ses éléments constitutifs? Quelle est la nature de l'espoir? Ouais. Dans les exemples, comme on peut le remarquer, puis comme je l'ai dit en introduction, une bonne théorie de l'espoir, tu sais, mais on peut déjà se demander, puis je pense que c'est ce que ta question nous invite à faire, Delphine, si on peut distinguer en différentes formes d'espoir. Puis c'est ce que plusieurs philosophes et psychologues ont fait. En psychologie, les travaux de la psychologie positive, comme ceux de Charles Snyder, par exemple, sur l'échelle de l'espoir, où on distingue entre l'espoir comme état et l'espoir comme trait. Okay? État, un état, un peu comme un désir, une croyance qui prend une certaine proposition pour objet. J'espère qu'il fera beau à mon mariage. J'espère de pouvoir qu'on surmonte la crise climatique. J'espère qu'une chose particulière dans le monde se produira. Okay? Donc ça serait l'espoir comme état. Okay? Mais les psychologues, eux, ont beaucoup étudié l'espoir comme trait, donc propension à être dans l'état d'espoir. Donc, disposition à avoir plusieurs états particuliers disséminés dans le temps d'espoir.
Et donc, l'échelle de l'espoir va évaluer la propension d'un individu à avoir divers espoirs particuliers. Et donc, dans mes exemples, je ne parle pas de, le trait d'espoir. Je me concentre sur l'espoir comme état. Donc, l'espoir qu'on a qu'une chose dans le monde que j'appellerais un état de choses, donc qu'un certain état du monde, que le monde soit organisé d'une certaine manière, qu'un certain état du monde soit réalisé. Et donc, on parle d'espoir pour des états de choses particuliers, d'espoir propositionnel, qui ont pour objet une proposition, qui est donc une phrase qui décrit un état du monde. Parfois aussi, on parle d'espoir basal, qui serait comme une orientation pré-intentionnelle vers le monde qui déterminerait les espoirs particuliers que je pourrais entretenir. Donc, dans les conversations sur la dépression, que ce soit en philosophie ou en psychologie, les travaux de Matthew Radcliffe, par exemple. Mes travaux à moi se concentrent sur l'espoir propositionnel, donc l'espoir pour la réalisation d'états du monde spécifiques, comme la réalisation de la justice raciale, de la justice de genre. Et je soutiens la thèse que, comme d'autres, que l'espoir n'est pas réductible à un désir et une croyance que l'état de choses que l'on désire est possible. Donc, il y a certains philosophes dans l'histoire de la philosophie, comme Hobbes, comme Hume, qui ont identifié l'espoir au complexe désir-croyance. Mais d'autres philosophes plus récemment, comme Adrian Martin, Cheshire Calhoun, moi-même, Katie Stockdale, ont défendu la thèse que cette conception réductionniste de l'espoir n'est pas satisfaisante et que l'espoir comporte une dimension attentionnelle ou phénoménologique. Donc, une façon d'envisager le futur, un rapport au futur qui va par-delà la croyance, le désir, un rapport au futur où on envisage le futur sous un jour favorable, donc c'est certaines philosophes, c'est ce que l'on retrouve, comme Katie Stockdale, chez Calhoun, qui, elle, nous parle d'une idée phénoménologique du futur. Moi, je mets davantage l'accent sur l'aspect attentionnel de l'espoir, le motif attentionnel qui caractérise l'espoir. Et je soutiens l'idée que lorsqu'on espère, on accorde davantage d'attention à la possibilité et à la valeur de l'état de choses désiré qu'à sa probabilité, qu'à sa faible probabilité. Et donc, parce que l'espoir implique ce motif attentionnel distinctif, l'espoir rentre dans la catégorie des émotions qui, elles aussi, sont vues comme contraignant la science, les possibilités d'action, ce qui apparaît comme important du point de vue de l'attention pour le sujet. Et étant donné que l'espoir a un pouvoir, une dimension attentionnelle distinctive qui n'est pas la même que celle du désir, l'espoir a aussi un pouvoir motivationnel et rationalisant qui lui est unique. Merci beaucoup pour cette réponse vraiment complète. Concernant les exemples d'espoir collectif que tu soulignais, comment tu décrirais les conditions d'émergence de cet espoir collectif? Oui, comment comprendre cette émergence, cette possibilité qu'un espoir proprement attribué à une collectivité, et non simplement à une collection d'individus, puisse émerger. Dans l'exemple de Severn, j'explique que Severn regagne l'espoir en étant au contact d'autres individus qui ont l'espoir eux aussi. Mais on pourrait envisager des exemples où une foule d'individus motivés par la colère s'engagent dans un mouvement collectif, ont une intention collective de changer quelque chose et on pourrait être porté à attribuer à cette collection d'individus un espoir collectif, un espoir de réaliser quelque chose ensemble, même si pris individuellement, ces individus ne possèdent pas l'espoir d'eux-mêmes réaliser le changement qu'ils désirent. Et donc, semble quand ils puissent, je pense que ta question m'invite à développer sur cette possibilité de l'émergence d'un espoir proprement attribué à une collectivité, même en l'absence d'espoir individuel. Puis je pense qu'ici, une piste de réponse, c'est qu'il y a
déjà des débats très actifs présentement en philosophie de l'esprit, de l'action, sur la possibilité des états mentaux collectifs. Hein, parce qu'il semble qu'on attribue des états mentaux à des collectivités, à des groupes, puis on veut donner sens à ces attributions. Okay? Donc on aurait besoin d'une théorie hein, qui nous permette d'expliquer les conditions sous lesquelles c'est approprié de faire ces attributions. Par exemple, on dit notre gouvernement croit en l'existence du racisme systémique, des changements climatiques. Puis on peut se demander pour qu'il soit approprié d'attribuer une croyance à un groupe, hein, est-ce qu'il est nécessaire que tous les membres du groupe aient cette croyance? Est-ce qu'il suffit que tous les membres d'un groupe aient la croyance pour que dès lors le groupe possède la croyance aussi? Et donc, moi je pose des questions similaires, mais par rapport à l'espoir. Okay? Et donc, dans le cas des débats sur la croyance, il y a des contre-exemples qui ont été amenés par plusieurs philosophes, dont Margaret Gilbert, quant à l'idée que la croyance du groupe dépendrait de la croyance des individus. Okay? Donc, l'idée que chaque fois que le groupe croit, c'est parce qu'il y a des individus qui croient, puis que la croyance de tous les individus suffise à générer la croyance du groupe. Ce que je fais dans mes travaux, c'est que je me questionne sur les conditions d'émergence, comme tu l'as bien dit, de l'espoir collectif. Puis, une idée hein, qui est importante dans les exemples comme ceux de Severn, c'est que les membres du groupe sont engagés dans un projet commun. Okay? Donc, il y a une intention collective de réaliser quelque chose. Okay? Et donc, pas simplement l'intention que l'on réalise la justice ensemble. Okay? Et pas que je, toute seule, réalise la justice simplement par moi-même dans mon coin. Et donc, je crois que les espoirs collectifs émergent, collectifs au sens de proprement attribuer à un collectif, émergent sur l'arrière-plan d'intentions collectives et aussi un phénomène de convergence émotionnelle où les membres du groupe peuvent être amenés à envisager l'état de choses désirées sous un jour plus favorable de par leur contact avec les autres individus dans le groupe. Donc, de par leur contact avec les individus dans le groupe, être portés à diriger leur attention vers le caractère possible et désirable de l'état de choses visé hein, okay, qu'on essaie de créer de par notre contexte d'intention collective au lieu de se tourner constamment vers sa faible probabilité. Justement, sur ce lien-là, ben, cette notion-là des conditions d'émergence de l'espoir collectif, comment est-ce que tu décrirais l'espèce de switch de l'attention sur le caractère possible d'un but, contrairement au caractère improbable, là, comme on voit bien avec ton premier exemple versus le deuxième? Oui, comment on peut faire ce que certains philosophes appellent un gestalt shift, faire puis des psychologues aussi, ce que Severn Suzuki fait lorsqu'elle commence à adopter une nouvelle posture par rapport aux probabilités, sans pour autant voir l'état de choses qu'elle veut réaliser comme étant plus probable. Hein? C'est pas comme si Severn se met à être optimiste, okay? Parce qu'il y a une différence entre l'optimisme et l'espoir. C'est pas comme si Severn se met des lunettes toutes roses puis se met à croire que finalement surmonter la crise climatique, c'est beaucoup plus probable que ce que je croyais avant. Non, c'est pas ce genre de changement dans sa perspective qui a lieu. Okay? Donc une fois avoir été en contact avec les activistes dans leur contexte d'action collective, Severn est tout autant consciente qu'avant de la faible probabilité de réaliser ce qu'ils désirent, okay? Il et elle désirent ensemble ce qu'ils veulent créer comme changement dans le monde, mais simplement, elle voit cette probabilité autrement. Okay? C'est vraiment cette idée de changement de perspective par rapport au caractère possible, hein? Mettre l'emphase sur le caractère possible au lieu de se concentrer, diriger son énergie constamment vers la faible probabilité. Donc, l'idée, c'est que dans un contexte d'action collective, hein, autrui peut attirer notre attention de par ses actions, puis de par la propre manifestation de ses émotions sur le caractère probable et possible de ce que l'on désire ensemble. Okay? Donc, disons qu'en écoutant le discours d'une militante féministe dans une salle remplie d'activistes, donc le discours, y compris hein, les mots,
prononcée, le ton, le volume de la voix, la présence d'autres personnes qui écoutent elles aussi avec passion, leur expression faciale, leur réponse verbale. Tout ça, ça façonne la façon dont chaque personne au sein du groupe perçoit la possibilité d'obtenir le résultat souhaité. Okay? Donc, l'idée, c'est que chaque personne commence à concentrer son attention sur le caractère possible par opposition au caractère improbable, d'obtenir le résultat souhaité. Puis les expressions d'espoir des autres, okay? Donc le sourire, hochement de tête, encouragement, okay? Les expressions physiques de chacune et chacun se répercutent ensuite dans le groupe. Donc on a ce phénomène de convergence émotionnelle, pour reprendre l'expression du philosophe Michael Brady, philosophe des émotions. Il y a un partage émotionnel, un passage du sentiment j'espère, qu'on trouve chez certains membres du groupe, au sentiment nous espérons ensemble, où les individus prennent conscience d'un espoir qui les dépasse tous, que chacun peut partager, mais qui quand même appartient au nous formé par la communauté. C'est vraiment intéressant, je trouve que tu mets l'emphase sur ce partage émotionnel-là, là, tu l'as très bien décrit, c'est super intéressant, puis je pense qu'on peut aussi se voir à travers qu'est-ce que tu dis. On est déjà tous ou toutes allés à une conférence qui nous passionnait pour ressortir, on dirait, regorgé d'espoir. Là. Donc, c'est vraiment une belle notion que tu as mis en lumière. Puis, j'avais une question aussi concernant, en lisant tes travaux, la notion de bien espérer pour la justice. Tu as établi deux façons d'espérer qui sont productives pour le but de la justice, savoir l'espoir modeste et l'espoir utopique. Est-ce que tu voudrais nous dire davantage sur ces bonnes façons d'espérer? Oui, certainement. Je pense que pour en dire davantage sur ces bonnes façons d'espérer, donc ce passage parfois de l'espoir plus utopique à l'espoir modeste, il faut en dire plus sur la nature de l'espoir. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'augmente la conception orthodoxe de l'espoir d'une condition supplémentaire qui est cette condition de motif attentionnel, qui trouve ses racines dans la philosophie des émotions, dans la psychologie. Mais il faut voir que, même dans ma conception, il y a toujours cet élément de croyance que l'état de choses qu'on désire est possible. Okay? Et cette croyance que l'état de choses qu'on désire est possible, comme toute autre croyance dans l'épistémologie contemporaine, on peut la voir comme rationalisée par des preuves, des évidences, des données probantes, okay? Peu importe comment vous les appelez. Et il peut y arriver parfois, c'est là qu'on va voir la pertinence du passage de l'espoir utopique à l'espoir modeste, que nos preuves indiquent que l'état de choses qu'on désire est impossible. Okay? Bon, donc, je disais plutôt qu'il peut être rationnel d'espérer, même si la chose qu'on désire est très improbable, okay? Sous certaines conditions, mais ça peut être, sur le plan de la rationalité pratique, une bonne chose pour nous, une bonne chose considérant nos buts, nos fins, l'ensemble des choses qu'on désire, qu'on veut réaliser, d'espérer, même quand la chose qu'on désire est très improbable. Okay? Mais quand la chose qu'on désire est vue comme impossible, suivant nos preuves, il semble qu'on devrait cesser d'espérer. Okay? Donc, il n'y a pas les mêmes contraintes de rationalité cognitive, c'est-à-dire adéquation de l'esprit au monde, qui gouvernent l'espoir, que les contraintes qui gouvernent la croyance, mais tout de même, il y a certaines contraintes de rationalité cognitive qui gouvernent l'espoir. Il y en a des importantes. Et donc, dans les cas où, suivant nos preuves, il semblerait irrationnel de continuer d'espérer, on peut se rabattre sur d'autres espoirs. Donc, des espoirs pour des états du monde qui, eux, nous semblent toujours possibles. Et donc, des espoirs qui sont plus modestes, peut-être. Donc, peut-être pas l'espoir de réaliser la justice de genre demain. Okay? Donc, ça, selon mes preuves, ça semble impossible. Mais je peux avoir un espoir qui serait plus modeste, qui serait celui de réaliser la justice de genre un jour, okay? Ou de par mes actions dans une collectivité, dans un groupe de gens engagés, de progresser vers la réalisation de cette justice. Ça peut sembler comme un espoir qui serait rationnel, à la fois sur le plan cognitif, donc c'est-à-dire de l'adéquation de mon esprit avec le monde, avec mes preuves, et pratique, au sens où cet espoir-là pourrait m'aider à demeurer motivée dans un projet qui me tient à cœur, qui occupe une place importante dans ma vie pratique. Super, merci pour ces éclaircissements.
J'avais une question concernant, par rapport à Greta, parce qu'on a parlé de la crise climatique dans tes exemples de départ, puis dans son discours à la conférence de Davos en 2019, elle dit I do not want you to be hopeful, I want you to feel the fear I feel every day, and then I want you to act. Donc ici, Greta préconise la peur, puis elle ne veut pas que nous expérimentions l'espoir qui pourrait mener à la passivité par rapport à la crise climatique. Ma question, ça serait, est-ce que tu crois que la raison pour laquelle Greta préconise la peur dans son discours, c'est qu'elle envisage l'espoir comme propositionnel, au sens où, au même titre que j'espère qu'il fera beau demain, j'espère que la crise climatique se réglera. Puis, ça nous ferait voir alors l'espoir, ne plus voir l'espoir soit au je ou au nous, donc nous impliquant, mais plutôt au on, comme ça pourrait se réaliser, donc de manière impersonnelle, qui entraînerait à ce moment-là, c'est ça, l'inaction ou la passivité. Ouais, c'est une excellente question, hein? Moi, je mets beaucoup l'accent sur la valeur de l'espoir pour la réalisation de nos projets difficiles, le fait que l'espoir peut être une attitude qui est cognitivement rationnelle, c'est-à-dire en adéquation avec l'état du monde, une attitude utile pour un agent comme nous qui a besoin de se guider dans le monde. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus critiques par rapport à la valeur de l'espoir, comme Greta Thunberg que tu viens de mentionner, Ouais. Delphine. Est-ce qu'on peut... pas devant une couverture d'espoir, en vrai, masquée, une forme de complaisance et de passivité. Et donc, un espoir impersonnel, formulé au on espère que la crise climatique se réglera, mais moi-même, je suis pas prêt ou prête à faire grand-chose pour que la crise climatique se règle. Et je m'en remets à autrui dans la réalisation de ce que je désire. Alors, il faut voir que des fois, on va utiliser le mot espoir dans la vie courante pour désigner une foule de choses, là, comme on le disait un peu plus tôt dans notre entretien. Hein, on peut parler de traits d'espoir, on peut parfois confondre espoir et optimisme, puis parfois, des fois, on va utiliser espoir pour désigner en fait un désir. On va dire « j'espère que », mais ce qu'on est en train d'exprimer, c'est « je désire que ». Mais je désire que telle chose soit réalisée, ça veut pas dire que je désire y contribuer à sa réalisation moi-même. Donc ça, c'est un premier point, mais il y a d'autres choses importantes à noter par rapport à ces réactions plus critiques quant à la valeur de l'espoir. Puis ici, je me tourne vers les travaux de la philosophe Victoria McGeer dans son article « The Art of Good Hope ». Donc, il y a des façons d'espérer, puis de s'en remettre à autrui, de se fier à autrui pour que la chose que l'on espère soit réalisée. Et donc, cette forme de déférence à autrui. Donc, d'espérer sans engager nos propres pouvoirs d'agentivité, c'est-à-dire nos propres pouvoirs, de personne qui peut prendre des décisions puis agir sur la base de ces décisions pour changer les choses. Donc, pour nos pouvoirs d'agent. Puis, McGeer, elle voit comme deux écueils à éviter pour bien espérer, pour que l'espoir prenne en compte notre nature d'agent, pouvant faire des décisions. Et donc, on peut espérer en voulant soi-même réaliser ce que l'on espère sans se fier à autrui d'une quelconque manière. Donc, mettre sur ses épaules tout le poids de réaliser la chose que l'on désire. Alors que parfois, pour réaliser ce qu'on espère, on va avoir besoin de s'en remettre au pouvoir d'agentivité des autres. Okay? Donc ça, c'est une mauvaise manière d'espérer, déjà. Mais une autre mauvaise manière d'espérer qui serait de se fier à autrui pour réaliser ce que l'on désire. D'une façon ou d'une autre, l'espoir surgit lorsqu'on prend acte des limites de nos pouvoirs en tant qu'agents. Hein, parce que si je pouvais simplement décider de mettre fin à la crise climatique par un acte de ma volonté, ça servirait à rien d'espérer, okay? Parce qu'il n'y aurait pas le contexte d'incertitude. T'sais. Donc, l'espoir surgit dans des contextes où on voit des limites à notre agentivité, c'est-à-dire des limites à notre capacité à transformer le monde par nos propres décisions. Mais après, il y a des bonnes et des mauvaises façons de prendre acte de ces limites, soit en s'en remettant trop à autrui ou en s'en remettant trop peu à autrui.
Merci pour cette réponse-là très intéressante. Puis j'en ai une autre encore en lien avec Greta Thunberg. Crois-tu que ta conception de l'espoir comme une sorte de persévérance pourrait répondre aux réticences de Greta quant à l'espoir? Ouais, c'est une super question vraiment stimulante, Delphine. Hein? La conception de l'espoir comme sorte d'endurance ou bon, de comme dans certains textes, je défends l'idée que l'espoir propositionnel, donc l'espoir pour des états de choses particuliers, et pas le trait d'espoir, là, comme on l'a dit plus tôt, peut contribuer à la ténacité, donc à la capacité pour la persévérance, à l'endurance, à ce que certaines personnes, hein, je pense aux travaux de la psychologue Angela Duckworth, ont appelé grit. Okay? Donc cette ténacité, cette capacité à persévérer dans des projets difficiles, malgré les embûches, malgré les doutes quant à nos propres capacités. Et je soutiens l'idée que l'espoir peut contribuer à la capacité pour la persévérance, donc peut nous motiver à persévérer dans des circonstances difficiles et peut rationaliser la persévérance aussi. Okay? Donc, c'est d'ailleurs hein, ce que le premier exemple qu'on a donné en introduction, celui d'Aline et de Béatrice, suggère. Okay? Mais, disons qu'une activiste comme Greta Thunberg se demande est-ce que je devrais espérer, est-ce que toute chose bien considérée, c'est une bonne idée d'espérer ou est-ce que je devrais pas m'en remettre à d'autres états comme la colère? Bien, moi, je soutiens qu'une considération à prendre en compte, c'est la capacité qu'a l'espoir à stimuler la persévérance dans des conditions difficiles. Okay? Donc ça serait une considération en faveur de l'espoir. Okay? Mais il y en a d'autres. Hein? Peut-être qu'une fois toutes les considérations bien pesées, pour quelqu'un comme Greta Thunberg, ça peut être approprié de ne pas espérer. Okay? Donc tout ça, ce sont des possibilités. Mais tout de même, il demeure que l'espoir substantiel, hein, l'espoir qui a un pouvoir motivationnel distinctif, contribue à la persévérance et donc peut être particulièrement intéressant pour des agents qui sont engagés dans des projets difficiles comme des projets d'activisme. Après, il faut voir hein, des projets difficiles qu'on définit comme des projets qui ont peu de chances d'être réalisés, comme des projets qui comportent des risques en termes de dévouement de ressources, qui comportent des coûts d'opportunité importants. Okay? Donc, de tels projets difficiles, c'est pas rationnel au sens de la rationalité pratique, de la rationalité de l'action. C'est pas une bonne idée okay, pour tous les agents de s'engager dans de tels projets. Okay? Donc, pour les personnes qui sont marginalisées, racialisées ou dans des positions de désavantage en termes de pouvoir social, s'engager dans des projets difficiles, hein, que ce soit la poursuite d'un doctorat ou même un projet d'activiste qui comporte beaucoup de risques, peut être une mauvaise idée, okay? Considérant hein, les risques importants, les coûts d'opportunité. Mais tout de même, si on possède un désir tellement élevé de changer les choses, ça peut aussi être une bonne idée. Et je soutiens que lorsque de tels projets difficiles sont une option appropriée pour des agents, même ceux qui sont marginalisés, l'espoir peut constituer une source de motivation particulièrement importante et peut, de par sa capacité à nous rendre davantage tolérants aux risques, rationaliser des actions qui apparaîtraient irrationnelles pour les personnes qui ne possèdent pas l'espoir. Donc, l'espoir, hein, s'il est possédé par quelqu'un d'une communauté marginalisée, peut rationaliser la prise de risque. Et la prise de risque peut sembler particulièrement importante pour les gens qui sont dans des situations difficiles, dans la poursuite de projets particulièrement avec haut coût d'opportunité, disons. C'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu apportes par rapport à la notion de persévérance. Puis, je pense que justement, ben, peut-être que c'est en lien là, avec la persévérance, mais qu'est-ce que tu répondrais, par exemple, aux gens qui ont officiellement perdu espoir quant à la visée de justice climatique ou de genre, par exemple, on pense à la sortie du dernier rapport du GIEC ou à plusieurs projets de loi aux États-Unis qui sortent, notamment le Don't Say Gay Bill ou d'autres projets de loi anti-LGBT et transphobes. C'est vraiment facile de ressentir du désespoir ou de la colère
comment répondre à ça, peut-être justement avec cette notion de persévérance. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je pense que c'est la question que tu poses, là, c'est la question sur laquelle les livres sur l'espoir sont écrits présentement. Donc, mais euh, en que conseiller aux gens qui perdent l'espoir, est-ce que face à toute l'injustice du monde, l'espoir peut quand même être vu comme une réponse à adopter, toute chose bien considérée, comme une réponse rationnelle face à notre situation, ou rationnelle par rapport au canon de rationalité, là, ou n'est-ce pas plutôt le cas qu'on devrait se tourner vers d'autres attitudes pour faire face à notre situation, puis trouver la motivation de changer les choses. Et bon, réponse courte sur une question complexe, mais la première chose à noter, ça serait que parfois la perte d'espoir, ben, c'est la réponse qui est appropriée. Et sur le plan pratique. Puis sur le plan de la rationalité cognitive aussi, comme je disais tout à l'heure. Et parfois, l'état du monde, les preuves que l'on reçoit, les données probantes, les informations qu'on a, nous indiquent que ce qu'on désire est impossible. Et donc, à ce moment-là, on peut s'en remettre à un espoir qui est plus modeste et pas un espoir utopique, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mais parfois, même lorsque l'espoir est approprié sur le plan de ce qu'on appelle la rationalité cognitive, donc qui est en adéquation avec l'état du monde et dirigé vers un état de choses qui n'est pas impossible, okay, mais qui est tellement peu probable que ça peut être une meilleure chose de diriger nos efforts en mobilisant un autre état d'esprit, qui serait par exemple celui de la colère. Okay? Donc, il peut être avantageux, toute chose bien considérée, considérant nos buts, de ne pas espérer, de dévouer nos ressources agentielles ailleurs, en mobilisant un autre état d'esprit. Okay? Et donc ça, c'est tout à fait possible. Je pense que, tu sais, lorsqu'on dit l'espoir a de la valeur dans la poursuite de projets difficiles, on n'est pas en train de dire qu'on doit toujours, peu importe ce qui arrive, on est toujours placé devant cette pression normative qui est d'espérer, il faut espérer coûte que coûte. Il y a des circonstances dans lesquelles adopter d'autres états mentaux ou faire l'expérience d'autres émotions serait plus approprié sur le plan de la poursuite de nos buts. Mais il faut voir quand même, et c'est ce que j'ajouterais, que tout de même, l'espoir peut être permis par les standards de rationalité, en adéquation avec l'état du monde, dans bien des circonstances. Et même quand la probabilité de ce qu'on désire est très basse. Donc, et ça devient une question de rationalité pratique, de savoir est-ce que me placer dans cette posture d'envisager le futur de cette façon, en mettant l'accent sur le caractère désirable puis possible du but que je vise, est une bonne façon d'orienter mes efforts. Et donc, parfois la réponse, ça va être oui. Là, il faudra voir qu'on a un certain contrôle sur notre motif attentionnel, qui est sur nos dispositions attentionnelles. Si on juge que ce serait une bonne chose pour nous d'espérer, que ça nous donnerait de la motivation à poursuivre un projet qu'on voit comme ayant de la valeur, une si grande valeur qu'on est prêt à courir des risques importants, alors on peut s'entraîner à espérer en se plaçant dans des situations, non, c'est vrai, de convergence émotionnelle. Donc, tenter de diriger notre attention vers le caractère désirable et possible de ce qu'on espère pour essayer d'en venir à acquérir le motif attentionnel plus stable qui caractérise l'espoir dans ma façon de le concevoir. Donc, un peu comme si on veut adopter une croyance, on peut pas décider sur la base de volonté de simplement se mettre à croire, mais on peut essayer de se confronter à certaines preuves plutôt qu'à d'autres. Mais dans le cas de l'espoir, on a davantage un contrôle, je pense, sur le fait d'espérer ou non que sur le fait de croire, et on peut exercer un contrôle assez fort sur nos motifs attentionnels, nos dispositions attentionnelles, en partie en se plaçant dans des situations de convergence émotionnelle comme celle qui est décrite dans l'exemple de Severn Suzuki. C'est quand même, ça porte à réflexion, mais j'ai aimé ça, la réponse que tu as donnée. On approche de la fin du podcast déjà, mais j'aurais une dernière question pour toi. Comme notre podcast s'appelle En marge, et comme les émotions en philosophie ont beaucoup été écartées de la rationalité avec un R majuscule, voudrais-tu nous expliquer en quoi ton travail, notamment sur l'espoir, permet de réhabiliter les émotions en philosophie?
puis lui redonner son crédit. Ouais, ben oui, c'est une question intéressante, hein. Je pense que, bon, longtemps dans l'histoire de la philosophie, les émotions, l'étude des émotions était peut-être en marge, comme tu le dis, Ouais. mais c'est sûr que, hein, disons, depuis les 40 dernières années, les émotions ont regagné leur place de choix Mhm. comme objet d'étude de la philosophie. Hein. Parce que déjà, bon, il y avait des philosophes qui s'intéressaient aux passions il y a longtemps, mais pendant un certain moment, Ouais. dans la tradition analytique, les philosophes se concentraient surtout sur les états dits cognitifs, hein, comme la croyance puis le désir, puis étaient très occupés à comprendre la nature de ces états d'esprit. Mhm. Mais je dirais que, bon, depuis les années 80, l'apparition de certains travaux d'envergure comme ceux de Ronald de Sousa, The Rationality of Emotion, les philosophes ont commencé à prendre les émotions très au sérieux. Et puis aussi des travaux qui viennent de Mhm. l'extérieur de la philosophie, hein, une belle interdisciplinarité Ouais. avec la psychologie. Mais je crois que, bon, mes travaux s'inscrivent dans cette mouvance de se concentrer sur les émotions pour comprendre mieux la nature de l'esprit humain et la nature d'une vie humaine réussie aussi. Et donc, je pense que ça, c'est une Mhm. entreprise qui est au centre du projet philosophique, c'est certain. Et les travaux sur l'espoir en particulier, hein, donc l'espoir qui contribue à notre motivation à persévérer dans des projets difficiles. Les projets difficiles sont souvent vus comme un aspect central de l'existence humaine ou comme ayant le potentiel de conférer un sens à notre existence. Et donc, si l'espoir nous permet de rester motivés dans de tels projets, ben, l'espoir comme émotion est au centre même de ce qui constitue une expérience, une vie qui vaut la peine d'être vécue, hein, remplie de projets qui nous tiennent à cœur. Euh, Aussi, sur le plan de la rationalité, ben, comme on l'a vu, l'espoir peut, puis les émotions en général, hein, peuvent être Mhm. évaluées en termes de rationalité, en termes d'adéquation ou non avec le monde. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui était Mhm. un peu mis de côté à certains moments de l'histoire de la philosophie. Hein, l'espoir, les autres émotions aussi, peuvent être vues comme appropriées ou non en termes de rationalité cognitive, donc sont évaluables, tout comme la croyance et les désirs. Et aussi, hein, bon, comme on le voyait, l'espoir peut nous amener à prendre des risques. Et ça, Mhm. c'est quelque chose qui me tient à cœur hein, comme idée. Donc, de par cette façon d'engager notre attention, de contrôler les motifs de science, l'espoir peut nous amener à prendre des risques pour produire ce que l'on désire. Et je pense que ce dernier point par rapport au lien entre l'espoir et la prise de risque peut réhabiliter l'espoir, l'étude des émotions au centre de la philosophie, puis il y a aussi un impact sur notre façon de comprendre la rationalité des agents qui sont dans des positions marginalisées ou qui sont Mhm. désavantagés par les relations de pouvoir. OK, parce qu'on pourrait regarder hein, l'action de quelqu'un, disons, comme nos exemples qu'on avait au départ, hein, comme celui de Béatrice, puis se dire, ah, mais Béatrice est donc bien irrationnelle de continuer de travailler vers ce projet si difficile qui est la réalisation de la Mhm. justice de genre ou la contribution à cette réalisation de par ses actions. Mais une fois qu'on prend en compte l'influence sur sa vie mentale de l'état d'espoir, ben, on se rend compte en fait que l'espoir contribue à sa rationalité. Et donc, qu'il ne faut pas utiliser un seul standard de rationalité qui serait déconnecté des émotions dont les individus font l'expérience pour évaluer leur action. Et que l'ensemble de leur vie mentale, y compris leur vie émotionnelle, doit entrer dans une explication de ce qui constitue une action rationnelle, appropriée, en particulier pour des individus, des communautés ou marginalisées ou des individus désavantagés par les relations de pouvoir. Wow, c'est vraiment une belle conclusion là, que tu nous as fournie sur cette question-là de l'espoir. Donc, merci beaucoup d'avoir participé avec nous au podcast. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Ben merci, merci encore à toi Delphine. C'est super de pouvoir discuter de ces sujets passionnants avec toi. En terminant, on voulait aussi remercier nos collaborateurs et collaboratrices sans qui le projet ne pourrait pas être possible. Donc, notre partenariat avec le CRE, le Centre de recherche en éthique, qui nous a aidés pour l'orchestration des enregistrements à Montréal notamment.
Gabriel Frenette, notre monteur audio, Emmanuel Boutin, notre BDiste, et la Société de philosophie du Québec pour leur confiance. Donc, merci à tous et à toutes pour votre écoute et on se retrouvera pour un prochain podcast en marge.